Alors bonjour Henri-Jean. Je suis ici pour qu'on discute un petit peu de notamment vos relations avec les poètes expérimentaux, que ce soit les lettristes, que ce soit nos amis Joël Hubaut, Charles Dreyfus, Michel Giroux, et d'autres. Voilà, donc je voulais voir effectivement parler avec vous notamment du Parapluie, qui est quand même une revue expérimentale, d'avant-garde, je ne sais pas comment la qualifier, euh, des années 70. Donc peut-être d'où est venue cette idée du parapluie et notamment ses relations avec ces poètes et artistes d'avant-garde, ou je ne sais pas comment les qualifier en tout cas, ses amis lettristes et autres dont j'ai mentionné le nom. Bah, écoute, mon itinéraire, ça a commencé dans les années 60. Je peignais avec des encres d'imprimerie et je travaillais avec l'envers des stencils. Donc le concept de peinture journal est né à ce moment-là, pendant cette période. Bon, il est certain qu'une phrase m'avait beaucoup interpellé quand j'étais jeune. C'était en exergue de Littérature et Révolution de Léon Trotsky, qu'on appelait entre nous Rav Bronstein. Euh, la Révolution doit donner le droit au pain et à la poésie. Attendez, ce n'est pas exactement comment dire, l'énoncé correct là, mais bon, C'est l'esprit. c'est l'esprit, absolument. Bon, nous étions un groupe d'amis, on se réunissait souvent à la Bourgogne, et la Bourgogne était avant un Place des Vosges, un café avec des tables en formica, on était quasiment les seuls clients. Et on lisait, c'est une époque où on lisait en édition originale City Lights, Qui venait de San Francisco, absolument, donc Ferlinghetti. ok, que j'ai rencontré, et donc tous les poètes de la Beat Generation. On les lisait, ça venait de sortir, hein. Et vous étiez proche de Pellieu, c'est ça ou pas? Non, Pellieu, j'ai rencontré, je vais aller le voir plus tard. D'accord. Bon, On connaissait Pellieu, moi je connaissais Isou avant de l'avoir rencontré. J'avais lu Antonin Artaud en édition originale, plein de choses comme ça. donc Même il y avait ce groupe d'amis, effectivement. Oui, c'est un groupe d'amis. Et dans ce groupe d'amis aussi, il y avait des gens qui vont devenir les enragés de Nanterre. C'est un groupe d'amis très particulier, si vous voulez. Je dirais plutôt, un ferment de la contre-culture, en quelque sorte. Donc ça, c'est quelle année à peu près? Milieu 60. Milieu des années 60. Ok. Ouais, milieu 60, début milieu 60. Puisqu'après, moi, j'étais avec, comment dire, j'étais avec Félix Guattari. Mhm. On a signé des manifestes aussi ensemble, qui sont dans la revue Recherche de l'Algérie, dont je parle dans l'ouvrage que mon marchand de tableau m'a demandé d'écrire suite pour renforcer une exposition à Bordeaux. Bon, l'idée du peinture journal est liée aussi au fait du trait de Manzoni. Vous savez, ce trait fait à la rotative. Et puis d'autre part, un jour, je descends sur les quais les quais de Seine, près du pont des Arts, en face de l'Académie française. Et j'entends pour la première fois Isidore Isou qui déclamait tout seul ses poèmes. Sur les quais. Sur les quais, oui, il le faisait de temps en temps, absolument. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs ma première femme avec qui j'ai eu 2 enfants. D'accord. Sur Voilà. les quais. Sur les quais, absolument. On s'est rencontrés sur les quais. Isou était là. C'est la première fois que j'ai vu. Je connaissais tes textes, hein. D'accord, ils étaient un peu quand même distribués, ces textes. Ils étaient un peu... Pas vraiment encore. Nous sommes dans fin 60. Mhm. Vous savez, bon, ça c'est un petit aparté, mais quand j'étais à la crémation d'Isou, d'Isidore Isou, il n'y avait pas un représentant de la culture française. Mais par ironie, un représentant de la culture romaine. Roumaine, pardon. Roumaine, oui. Roumaine, excusez-moi. Voilà, c'est à citer quand même. Bon, il y avait bien sûr Elie Fab, des gens comme ça. Voilà, si vous voulez, un petit peu. Alors, ensuite, avec des événements qui ont bousculé des choses, bon, moi j'avais lu aussi Gramsci, Marx, Hegel et compagnie. J'ai même travaillé à l'université sur certains textes de Marx, tout ça. Euh, le-
l'idée d'un journal liée à mon travail, si vous voulez, est liée aussi à des préoccupations sociales, n'est pas sans, comment dire, sans affinité avec ce que Gramsci appelait des blocs hégémoniques, si vous voulez. C'est-à-dire que, au lieu de... Un slogan n'a jamais empêché une chose. Vous voyez, autrement, tout le monde dirait le bon slogan et ça agirait comme de la magie. Il y a un travail en conscience qui doit être fait. C'est un travail d'éducation, en quelque sorte. Et bon, à travers la culture, à travers le plaisir, je gardais ça comme c'est une lente maturation de 3-4 ans. Bon, et puis un soir, j'avais des amis comme Jean-Louis Brault que j'avais rencontré dans de bonnes circonstances, si vous voulez. Jean-Louis, et Liane Papaye qui a écrit aussi 2 ouvrages, qui est une femme intéressante. On passait de temps en temps dîner chez lui, il y avait Barbara, ma compagne, quelquefois aussi Mairie Jolivet, que vous avez peut-être connu, qui était un peintre aussi, un homme très engagé. Puis bon, un soir, en sortant de chez Jean-Louis, je me suis dit, bon, il faut y aller. Alors, pour préparer ce projet, il fallait trouver une équipe. J'avais parlé du projet à Jean-Louis, il était assez d'accord. Je suis allé à Londres rencontrer Claude Pellieux, dont j'avais lu déjà des textes. Il était toujours avec Mary Beach, l'éditrice des Beach Books, qui sont un petit peu l'équivalent de City Light, de Ferlinghetti. Bon, on a discuté, on est tombé d'accord. Après, je suis allé aussi rencontrer un personnage important pour la liberté, quoi. Ralph Romney, à Londres. Et Ralph, on était assez d'accord. Bon, Ralph, d'ailleurs, c'est lui qui a écrit un très beau texte sur Céline pour en finir avant de juger. Voilà, parce que Céline, c'est quand même un être abominable. J'ai lu par force, j'ai un ami qui était prof d'histoire et d'hébreu, il me dit Henri, il faut que tu lis. Je lui dis écoute, je sais un peu ce que je vais trouver. Bon, j'ai lu un bouquin qui, toutes les 10 lignes, dit que nous sommes des gens insupportables, qu'il faut nous tuer, quoi. On est la cause de toutes les saloperies du monde. Voilà, donc j'ai lu Bagatelle pour un massacre. Je me suis intéressé aussi à la critique qu'on a donnée de cet ouvrage, c'était en 1937, je crois, dans Actes Sud. Actes Sud était quand même une revue progressiste, dans laquelle publiait Paul Éluard, des choses comme ça. Il n'y a pas un mot sur l'antisémitisme, pas un mot sur le racisme, pour dire le niveau de corruption de cette époque. Bon, ça c'est un petit aparté qui est lié à l'histoire, à la conscience que peuvent avoir les gens de leur époque aussi. C'est pas inintéressant d'un point de vue ethno-anthropologique, je suis anthropologue de formation. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle de cette manière. Bon, alors suite à ça, il a fallu passer à l'acte. Passer à l'acte, bon, ça nécessitait bien sûr des moyens financiers. Là, je peux remercier les Boissonnas qui m'ont aussi beaucoup aidé. J'ai vendu une caméra coûtant 16 mm, ça valait quelque chose à l'époque. C'est un de mes amis qui s'est occupé de ça. Et puis on avait un très bon ami, Claude Palmer, qui a été d'abord un photographe engagé. C'est lui qui faisait souvent les unes de l'Express sur la guerre d'Algérie. Bon, l'Express à l'époque c'était format demi-quotidien, c'était pas la revue aseptisée que nous connaissons, c'était une revue militante, militante entre guillemets, mais qui donnait un sens à l'information, qui soit un sens historique, une historicité, une vision historicisante. Alors Claude, après il s'est mis un peu dans la publicité, un coup de mars et ça repart, c'est lui aussi. Bon, Claude Palmer, bien sûr, c'est quelqu'un qui est proche de nous aussi, d'une certaine manière. Bon, à un moment donné, il a fait faillite. Quand il a fait faillite, qu'est-ce qu'on a fait avec des copains? On s'est mis devant pour que personne ne puisse venir. On lui a passé de l'argent pour qu'il rachète au moins ses machines. C'est un ami, hein, c'est un camarade, disons. Il ne faut pas trop employer ce terme en ce moment, c'est très dévalorisé. Mais bon, c'est toujours quelque chose qui existe chez nous,
dans nos esprits. Alors Claude m'a rendu l'argent. Il avait une magnifique Heidelberg. Bon, là, c'est ce qu'on appelle de la presse de l'imprimerie de labeur. Parce qu'il y a l'imprimerie de presse, c'est autre chose. Et, petit détail, chez Claude, travaillaient des gars qui tiraient, en fait, qui s'occupaient des machines, qui avaient été, je veux dire, qui avaient eu des problèmes à cause de leur lutte syndicale. Ils se refaisaient une petite santé pour retrouver un poste, en quelque sorte. Voilà, ça me permettait d'avoir de très bons contacts avec des gens fabuleux, quoi. Alors ensuite, on est passé alors la thématique, c'était une thématique, effectivement, le cri, la poésie il joue un rôle important, non négligeable. Il y a même aussi des poètes comme Pierre Loiseau, peu connu, qui fait partie du club des poètes, à l'origine de... C'est Jean-Pierre Renet, qui avait monté les éditions JR, JPR. Jean-Pierre Renet. Oui, Jean-Pierre Renet, l'édition dans laquelle il a publié. Pierre était un type malheureusement, c'était un grand spécialiste des mouvements de contestation aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'à Berkeley, ils tiraient à balles réelles sur les étudiants. Pierre s'est occupé à travailler, le projet l'intéressait. Bon, c'était un homme qui a rassemblé une documentation importante sur tous les mouvements de contestation aux États-Unis. J'en parle parce que c'est important. C'est que malheureusement, lorsqu'il est mort, j'ai essayé de savoir ce qu'on était devenu. Sa veuve, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Sa belle-mère, c'était une femme merveilleuse, Dame Peggy Ashcroft, qui était une grande interprète de Shakespeare. Elle avait été anoblie à ce titre. Et de temps en temps, on avait droit, par cette représentante du grand théâtre britannique, à du Shakespeare un soir auprès de la cheminée. C'était des soirées merveilleuses avec Pierre et sa compagne, et aussi sa belle-mère. Donc sur le cri, effectivement, donc, proche des lettristes, et est-ce que vous étiez proche également des sonores, c'est-à-dire Chopin, Heisig? Chopin, non. D'accord. Chopin, je n'ai jamais rencontré. Bernard Heisig, je le connaissais, j'ai assisté à beaucoup de ses choses. Il passait dans mon atelier. Vous avez des photos d'ailleurs de lui. Il était à mon mariage, mon deuxième mariage aussi. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et Dufresne François Dufresne aussi, bien sûr, je connaissais bien François Dufresne. On a avec Gilles Vonneman, François Dufresne, Jean-Louis Brault, avec Heisig, là on a des éléments importants de la poésie de ce que j'appellerais un mouvement qui remet en cause tout ce qu'était la poésie avant, quoi. Ils ont apporté en fait un renouveau de la poésie en France. C'est pas qu'en France, c'est un mouvement qui a traversé, c'est un mouvement important qui a traversé le monde aussi. Et donc pour revenir à la revue, donc il y a effectivement ces rencontres et donc finalement le lancement du premier numéro de Parapluie. Ça s'est passé, comment dire, j'ai créé des équipes donc je m'occupe. Alors voilà, moi mon rôle principal c'était de premièrement financer, deuxièmement rédaction en chef, troisièmement l'image en tant que peintre. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses un peu spéciales, très particulières sur le plan même de ce qu'est un journal. Bon, il y a aussi des photographes comme Horace qui ont fait des choses très 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 importantes. Dans le premier, je crois que c'est dans le premier ou le deuxième numéro, vous aviez un collage de Mary Beach aussi. Bon, il y avait des textes souvent chaque fois des textes de Pellieu. Il y a eu aussi une collaboration importante à citer de quelqu'un qui a joué un rôle aussi dans la presse artistique, Michel Giroux, qui était prof de philo aussi, qui a repris Canal. Et Joël Hubaut, donc, que j'ai vu. Joël Hubaut, j'ai rencontré, il est venu. Il a lu des premières pièces qui ont été publiées dans Parapluie, me semble-t-il. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc ce lien avec les poètes est pour vous fondamental dès le début. Il est important parce que il est important. Parce que c'est aussi le contenu de ce que j'ai toujours fait, si vous voulez.
l'envers des stencils, c'était des stencils de lutte, vous voyez. Et là, je suis avec des gens qui luttent en même temps. Donc je suis dans mon univers en quelque sorte. Et donc avec Brault et Wallman, vous avez, au moment de la publication de ces revues, vous aviez des lancements spécifiques, vous faisiez des événements ou... Non, tout simplement des équipes de diffuseurs. Il y avait des équipes de diffuseurs qui allaient dans les concerts, les choses comme ça. Et après, on est passé en rotative. Roto, on tirait à 35 000, de passer de 10 000, de 5-10 000 à 35 000, avec des rotatives. Et là, alors là, la rotative, c'est plus possible maintenant. Assez de lumière. Tout à fait. Et le rendu est très bon. Oui. Ah ouais. Oui, alors le jeu avec la rotative, c'était proche. Il y avait toujours un contact avec les encriers. Déjà, quand on est dans la presse de labeur, on peut s'amuser avec les négatifs, les positifs, c'est-à-dire dans la fabrication pour arriver aux plaques, si vous voulez. Même on peut travailler sur l'insolation des plaques. On peut travailler aussi sur les formes, parce qu'avant, on avait un texte qui était de 1500 signes par page, si vous voulez, qu'on mettait en colonne, faire à gauche, faire à droite, ça dépend ce qu'on voulait faire. On appelle ça la justification. Et je montais tout ça sur des formes. Il y avait une réserve qui était faite pour les documents simili, les documents traits. Bon, les documents simili, les photos en quelque sorte, les clichés, on les tramait. On peut jouer sur le tramage aussi, on peut jouer sur le négatif, sur le positif. Sur le document trait, c'est le document lui-même qui n'y a pas besoin de faire de tramage. Alors c'était monté, ensuite on déforme, les formes une fois montées, il y avait un cliché, ça donnait un film. On faisait on nettoyait un petit peu, des choses comme ça. On pouvait retravailler un petit peu dessus. Et ensuite, on insolait les plaques avec les films. Et ensuite, on montait les plaques, voilà. Sur les rotatives. Voilà, non, même sur la Heidelberg, c'est pareil. Et on avait un accès sur les deux types de machines, il y avait un accès aux encriers. Alors, sur la roto, c'est très intéressant parce que je mettais plusieurs couleurs dans les encriers et je les séparais avec des plombs, vous voyez. Et ça donnait des effets bizarres parce que finalement, vous n'êtes pas certain, l'effet est aléatoire. Voilà. Vous aviez aussi cité, il y avait de temps en temps des œuvres de Martial Reyes qu'il avait fait spécialement pour ça, dans Parapluie. Faut citer aussi le rôle qu'a eu Gillier Prégnant au niveau de la musique. Marc Zermati aussi, beaucoup de gens. Philippe Legendre aussi pour les dessins. Et donc cette équipe, comment vous les convoquez, les invitiez, je dirais? C'était C'est une relation proche. Oui, c'était des relations proches, absolument. Et Izu a participé lui-même? Il y a eu des textes d'Izu. Alors j'avais un rapport très particulier avec les lettristes. J'étais le seul non-lettriste à avoir le droit d'assister à toutes les réunions lettristes. Ok. Le protocole était le silence. J'ai donc perdu la mémoire. Voilà. Et donc vous vous souvenez plus du tout de ces réunions? Je tiens à tenir ma parole de toute façon. D'accord, ok. Je connaissais Izu, le maître, y compris, Spacania aussi? Jacques Spacania, très bon copain. Malheureusement, il nous a quittés. J'étais à son mariage aussi avec Myriam Darel. Et donc Ambro et Wallman et Dufresne sont partis notamment pour créer les ultra-lettristes. Non, là, vous parlez de l'international lettriste, là. Oui. C'est bien, j'étais trop jeune, là. Ouais. Parce que là, nous sommes... Le lettriste, c'est 52. Oui, tout à fait. Là, on est dans les années 50. Je suis né en 44. Oui, donc vous étiez trop jeune. Mais voilà. Les réunions auxquelles vous assistiez, c'était... Bro, il n'était plus là. Et Bro n'était déjà plus là, mais le fait de... Alors, il y avait surtout le fils de l'ancien préfet aussi qui était là, de mai 68. Parce que c'était un préfet qui respectait beaucoup mieux les citoyens français que les préfets actuels. Bah oui, c'est une réalité.
qu'on peut comptabiliser le nombre de personnes, mutilées, quoi. Et ensuite, donc ce parapluie, vous avez fait combien de numéros au total? 13 et un après encore 14. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu arrêter ou... Bah, j'ai arrêté parce que mon but n'était pas de vendre des journaux. Parce que vous disiez à la fin 35 000 exemplaires. Oui, par bien numéro. sûr. Je n'ai pas fait faillite, si vous voulez. Mais en 73, Donc ça a duré de quoi? De 1961 71, 70 à 73. 73, et on a ressorti un numéro au moment de Copernic. D'accord. Et donc... Alors l'arrêt était simple, je n'étais pas comme Jean-François, si vous voulez, Bizot. Bizot lui faisait aussi du business. Moi, je faisais de la création. Et j'avais une équipe de créateurs autour de moi aussi. Bon, certes, il y avait autour de Bizot des gens comme Jean-Pierre Lantin. Je veux dire, on jouait ensemble, on faisait de la musique ensemble, on a fait des concerts ensemble, des choses comme ça. Oui, Dominique Lantin, son frère, qui est toujours vivant, heureusement, très bon ami, qui est un excellent batteur. Comment dire, le prix du papier ayant doublé, tout a été modifié, si vous voulez. J'avais mon premier fils David qui était né en 70. J'avais pas envie de me retrouver avec 50 millions de dettes à cette époque. Vous avez des petites anecdotes à nous raconter sur notamment les poètes que vous avez rencontrés, où on parlait de Michel Giroux, de Joël Hubaut, ou de Pellieu. Claude Pellieu, c'était un personnage important. Alors, un peu oublié aujourd'hui. Non, pas du tout, je pense pas. Je pense que c'est un... Si vous voulez, là, en ce moment, il n'est pas oublié, mais comme ce sont un peu comme Brault, des pères fondateurs de la contre-culture, d'un courant important qui modifie complètement tous les éléments. Si vous regardez Combas, par exemple, Combas, c'est de la bande dessinée des années 60-65, américaine. Et tout ça était produit dans toutes les écoles d'art d'Europe, dans les années 80. Bon, ce mouvement contre-culturel est occulté. Pourquoi? Parce qu'il représente un ferment de quelque chose qu'on voudrait faire porter à tout ce qui à un courant important, toutes les choses mauvaises qui existent dans notre société. Alors que c'est l'inverse. C'est l'argent qui a tout bousillé, c'est le profit qui a tout bousillé, comme d'habitude. Je crois que c'est pas un malentendu, mais il y a un malentendu historique, il y a surtout une méconnaissance des choses. Moi, je regarde un journaliste actuellement, si vous voulez, moi je parle persan comme le français, j'ai fait de l'arabe, les anciens parlent yiddish, j'écris, je lis, des choses comme ça, vous voyez. Donc, quand j'entends certains journalistes actuellement, bon, je m'amuse, je ris. Quand ils parlent de l'islam, je ris. Quand on dit, par exemple, que les Saoudiens sont des sunnites, les Saoudiens, ce sont des wahhabites. Et maintenant, on confond le sunnisme et le wahhabisme. Le wahhabisme, avant, on disait l'islam et les wahhabites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent. On est dans une imposture intellectuelle grave. Mais pour venir, je prends un exemple. Mon premier beau-père, c'est un des patrons de l'AFP. Certes, nous n'avions pas les mêmes idées, mais c'était un homme qui avait le sens du citoyen. Vous voyez? Le sens de former des citoyens. Il savait qu'il avait une responsabilité historique. Il me disait, là, j'ai subi des pressions d'Ersan, du Quai d'Orsay et compagnie à cause de tel événement. Bon, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il passait les choses quand même, parce qu'il avait le sens du citoyen. Former des citoyens. Oui, je crois que maintenant, on est plutôt dans une autre période, quoi. Donc pour revenir à Brault et Pellieu, effectivement, comme c'est des personnages de la contre-culture, aujourd'hui... Bah oui, ils sont occultés automatiquement. Et puis Brault, c'est un personnage qui s'en souffre. Parce que quand c'était un officier d'un genre particulier dans l'armée française. Parce qu'on essaie de le faire passer, il y a certains de bord et les situationnistes ont essayé de le faire passer pour un infâme personnage. Jean-Louis, ça a toujours été... Bon, il était opposé au stalinisme. Son père était un financier du FNL. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il a fait la guerre d'Algérie? Quand il faisait la guerre d'Algérie, il m'avait expliqué, il me disait, j'avais dans mon dos des gens du contingent qui pouvaient me tirer une balle dans le dos, et j'avais devant moi des gars
qui étaient chez eux considérés comme des sous-hommes. Comme des sous-hommes. Parce qu'il faut voir, dans les années 1840, quand ils ont, je veux dire, quand a été établi le code de l'indigénat, c'est mettre hors droit toute une partie d'une population qui est endogène, qui est chez elle en quelque sorte. C'est une grosse, c'est là la cause du mal. Heureusement qu'il y a eu, comment dire, des créés mieux pour certains. Bah oui. Ça les a sauvés de certaines choses, quoi. Enfin. Et Jean-Louis Brault, Claude Pellieu, effectivement, vos relations. Bah, Claude Pellieu, ses relations, c'est un homme qui a été aussi. L'importance de Pellieu, c'est qu'il a été, comment dire, quelqu'un qui fait le lien, qui a fait le lien entre ce qui se passait aux États-Unis et ce qui se passait en France. Bon, c'est chez Madame Rachou, dont j'adore dans son roman Le singe appliqué, Jean-Louis parle de Madame Rachou, c'était un lieu qui était rue Gilles-Coeur. D'accord, et ce lieu était un lieu... Oui, ils se réunissaient, ils se voyaient, c'est un petit peu l'équivalent avant de Moineau, et de ce qui se passait chez Moineau, des choses comme ça. Et Pellieu était aussi quelqu'un qui faisait le lien entre des gens comme Ginsberg, William Burroughs ou d'autres, vous voyez. Voilà. Et Geising, vous avez pu le rencontrer ou pas, lui? Brian Geising, oui, bien sûr. Il est à l'origine du cut-up. Il m'a expliqué comment le cut-up est né, d'ailleurs. Parce que lui, il faisait les encadrements. Il faisait aussi des encadrements. Il coupait. Vous savez, pour renforcer des endroits, on coupe des papiers, des bandes de papier. Et ces bandes de papier qui ont donné naissance au cut-up, c'était des journaux découpés. Voilà l'origine du cut-up, tel que... Alors, j'ai fait un article d'ailleurs à ce sujet dans la Quinzaine littéraire. C'est finalement un hasard total. Mais c'est tout ça. Moi, ma vie n'est qu'un hasard complet. Je descends un jour quai de... je veux dire, sur le quai de Seine, en contournant l'ancien pont des Arts, je tombe sur Isidore Isou. Vous voyez, c'est comme ça. C'est les pages centrales de Parapluie sur la contraception. Vous savez, dans les années 70, c'était interdit. Tout à fait. On risquait le 33% de TVA, interdiction à la vente aux mineurs et à l'affichage. J'ai quand même continué. Tombeau de la banane inconnue. Ça, c'est Pellieu. Hein. Typiquement de lui. Hein. Le titre est typiquement de lui aussi. Attendez. Voilà. Une prière devant le tombeau de la banane inconnue. C'est pas mal, hein? C'est super. Ouais. Michel Giroux, c'est un personnage d'un genre particulier, une connaissance importante des avant-gardes, de tout ce qui remet en cause les choses, et qui a un débit important. C'est aussi un sportif, au départ. Il faisait le... Marathon. Exactement, le Cross du Figaro à l'époque, c'était pas le marathon de Paris, c'était le Cross du Figaro. Et bien, on passait beaucoup de temps sur ces articles parce qu'il débordait d'idées. C'est un homme qui est débordant d'idées. Il l'est toujours. Oui, il n'a pas changé, absolument, je pense. Oui, je l'ai eu au téléphone il y a quelque temps. Et Hubo, donc Hubo est venu comment? Hubo, je sais pas, c'est lui qui est venu. Voilà. Personnage curieux. Et fidèle à lui-même. Et Wallman, on n'en a pas beaucoup parlé. Gilles, on se voyait souvent, on se voyait de temps en temps, Gilles. Gilles, ce qui m'a intéressé, c'est ces cris avec Brault qui ont donné naissance à un disque aussi, et à une manifestation au Musée d'Art Moderne, et aussi sur Scotch Art. Ok, il vous expliquait comment il faisait, un peu comme Geising sur ce cut-up. Ah bah, c'est pas dit que ça. Lui, il prenait les choses, il mettait les... Oui, bien sûr, du scotch. Il y a des tableaux comme ça. Ouais, qui sont magnifiques. Et ce que j'aime aussi beaucoup, il y avait un tableau de Jean-Louis qui s'intitulait « Laissez parler la peinture ». Ça, je me souviens de lui. Je sais pas qui l'a maintenant. Il était accroché dans rue Cadet chez lui. Il avait aussi un grand mur qu'il a fait des collages. Aussi beaucoup de collages. Je sais pas qui a acheté. C'est peut-être soit Eric Fabre ou Marcel Fleiss qui l'a. Laissez parler la peinture. Oui, c'est important. C'est important.
Et vous alliez également au récital de poésie lettriste ou de poésie Bien sonore. sûr, de toute façon, les lettristes, j'assistais aux réunions, mais je peux pas vous dire ce Bien qui s'y sûr. passait. Et Voilà. pour Bernard Heidsieck, Ah, j'ai assisté à beaucoup de j'ai eu la chance d'assister à des récitals qui étaient des premières en quelque sorte. Puisque là, nous étions dans les années 70. donc sur Charles, effectivement, vous le rencontriez régulièrement. Et vous avez rencontré d'autres personnes de Fluxus également? Pas vraiment, non. Non, Charles est un grand spécialiste de Fluxus, certes, mais c'est aussi un créateur important. Lui, c'est plus que le jeu de mots. Il a un humour complet par rapport. Il jette un regard très particulier sur les associations de mots, les associations d'images. C'est un magicien d'une certaine manière. Et son ami Jean Dupuis, vous l'avez rencontré? Non, jamais. Non, jamais. Bon, Jean Dupuis était à New York. Oui, c'est vrai qu'il était à New York. Moi, j'avais un bureau à New York, mais c'était dans les années 60, milieu 70. Et je suis allé à New York pour un mariage de famille, c'est tout. Et après la fin du parapluie, vous avez continué à Je côtoyer continue à peindre. votre travail personnel et à côtoyer également ces poètes lettristes ou les... Je voyais un peu des aveux, je voyais Spagagna, je voyais Bro, Eliane, des gens comme ça. Mais à un moment donné, quand j'ai vécu avec Angéline, Angéline a un peu épousé les querelles de Debord. Mhm. Vous voyez, malheureusement, ça m'a un peu écarté de Jean-Louis. Et je me suis aperçu que Jean-Louis était mort quand j'ai reçu l'avis de décès d'Eliane Papaye. Ça m'a fait un gros choc, un choc important, quoi. Et je sais que aussi Angéline Neveu a côtoyé Jacques Donguy et Jean-François Bory, vous les avez côtoyés? Jean-François Boris, c'est un copain. D'accord. Voilà, on se connaît depuis longtemps. Il n'a pas, lui, contribué au parapluie, Non, parce qu'à non, la même non. période, il y a l'humidité, à peu près. Oui, on était proches, on s'amusait à cause de ça. Humidité, parapluie, Ah absolument. oui, c'est à peu près la même période. Oui, exactement, commencé ensemble. exactement. Donguy, j'ai rencontré. Donguy, on a fait un truc ensemble, c'est une élection une élection dans Paris, pour les Beaux-Arts. Je le cite dans le bouquin. Et Agulot, vous l'avez pu rencontrer? Non. Gulot, il est mort à cette époque. Très jeune, oui. Il est mort très jeune. Comme il était proche de... Oui, il était ces très personnes. proche de Donguy, mais il est resté en province. Oui, Gulot. c'est ça, il était dans le sud-ouest. Voilà, c'est région bordelaise, je pense. Non. Ok. Et aujourd'hui, donc, vous avez votre travail personnel. Alors, attendez, J'ai toujours continué mon travail personnel. Parapluie, c'est aussi un travail personnel d'un point de vue visuel, si vous voulez. Et comment vous pourriez définir votre travail? Mon travail, c'est à la fois, des superpositions d'éléments Ouais. dans lesquels vous avez des énoncés, des paroles écrites, mais qui sont alors écrites d'abord en français, ensuite en persan, et par-dessus en yiddish. Donc ça devient lisible, après je retravaille dessus. Parce que bon, je crois que c'est... Je ne confie pas c'est une manière de conserver ma liberté de penser, si vous voulez. Alors Henri-Jean, je voulais parler un peu de Fikimous, vous voulez nous parler un peu plus de cette aventure? Oui, on a joué dans les grands festivals dans les grands festivals, et on a eu la chance de jouer sur des scènes où il y avait Frank Zappa, des choses comme ça. Bon, dans le groupe, on trouvait Benjamin Legrand, le demi-frère de Michel Legrand, aussi le fils de Francis Lemarque, dont le père vient de mourir il n'y a pas longtemps, Jean-Pierre Lantin, Dominique Lantin, des gens comme ça. On jouait sur on a joué aussi dans des Ranlag. Je me souviens plus peut-être très bien. Il y a un bouquin qui parle de tout ça aussi, qui s'appelle la musique, la musique underground en France, de Loupien, qui était journaliste. Donc ça, c'est quelle période? C'est les années 70. Hein. années 70. C'est un milieu très particulier, la musique. Après, ça a été fait comme un... J'ai encore des compositions, mais bon,
Là, je vais peut-être refaire. J'ai des compositions dans la tête, mais là, je peux plus je peux plus jouer de musique de toute façon. Les doigts sont morts. Michel, Benjamin Legrand Ben, on l'appelle Ben. Il avait lui après, il s'est mis à faire des romans polars et des scénarios pour bande dessinée, parce qu'il avait eu un accident de voiture, il avait un doigt qui avait un quart de seconde de retard, vous voyez. Moi, c'est pas qu'un quart de seconde, regardez. C'est du retard total. Donc c'est une revue qui a une histoire, qui fait partie de l'histoire de la contre-culture, parce qu'elle représente différents aspects des singularités. Je dirais des singularités et des inventions en quelque sorte aussi. Parce que c'est une revue qui a été créée par Julien Blaine, je crois dans les années 70 à peu 76. près. 76. Oui, c'est ça, fin 70, dans lesquelles on va vraiment pouvoir connaître l'univers de la poésie. Et elle fait beaucoup pour le développement de la poésie sonore, qui est un processus culturel qui a démarré dans les années 50. Enfin, 52, c'est la naissance du mouvement lettriste, puis l'international lettriste, puis tous les mouvements qu'on va connaître après. Il faut savoir que si, quelquefois, dans des livres, on voit que Brault et Wollmann occupent une place minoritaire, c'est tout simplement qu'Henri Chopin avait une certaine animosité, je crois, entre... voilà. Il y a quelque chose qui passait mal entre Chopin, Wollmann et Jean-Louis Brault. Je crois que c'est peut-être le fait de l'international lettriste. Oui, quand ils ont quitté Isidore Isou. C'est-à-dire c'est l'international lettriste qui a donné aussi une scission qui a donné Debord. Et Debord, après, a bousillé tout le monde, quoi. Enfin, quand je dis bousillé, non, pas exactement. Disons qu'il s'est constitué... c'est Marx plus Hegel plus Isou, en quelque sorte. Parce que tout est déjà dit dans le soulèvement de la jeunesse. Et le soulèvement de la jeunesse, c'était d'abord une parution comme une sorte de feuillet, en quelque sorte, qui était édité par Marco. Marco, l'auteur des Idoles. Les Idoles sont ressortis d'ailleurs dans la musique, le groupe, la musique ressortie dans le catalogue dans lequel mon disque a été publié, a été édité, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez... votre constat par rapport à cette contre-culture des années 70 ? Je pense qu'elle est d'actualité parce qu'elle elle donne les véritables solutions pour qu'il y ait une humanité qui puisse encore tenir sur cette planète. Je pense qu'elle représente l'espoir. Bien qu'on la représente comme l'antidote de tout progrès. Ça fait partie des phénomènes auxquels nous sommes habitués depuis très longtemps.